Nous allons placer cette histoire dans le cadre de l'histoire plus générale de l'histoire de la chirurgie. Et Jean-François Mercier, qui est l'un de nos historiens de l'Académie nationale de chirurgie, va nous faire en 25 minutes, mon cher Jean-François, un panorama jusqu'à la création de cette académie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, mes chers confrères, chers amis. Le Président Richard m'a confié une tâche, ainsi que le Secrétaire Henri Judet, une tâche qui a été rude, pour faire ce panorama jusqu'à la création de l'Académie de chirurgie. Et nous allons essayer de vous faire partager cette belle aventure. Il a été nécessaire, pour répondre à ces questions, de constituer une équipe, j'allais dire comme d'habitude pluridisciplinaire, composée de conservateurs de musées, d'historiens, de chirurgiens, d'archéologues, de radiologues et de spécialistes d'empreintes génétiques. Nous allons découper ce grand panorama en 5 périodes essentielles. Et quel va être le fil conducteur en dehors de ces repérages chronologiques et topographiques? Eh bien, ce sera les instruments. Le chirurgien travaille avec les instruments, la main du chirurgien. Et également, concernant les interventions, eh bien, ce sera non pas les améliorations, mais uniquement les stratégies de rupture par rapport à ces interventions. Et vous voyez dans ces 5 périodes, tout d'abord, avant 3000, nous irons au Pakistan et également dans la partie de la France où il y a la limite de la calotte glaciaire, à cette période-là. La chirurgie lointaine entre moins 3000 jusqu'à moins 700. Troisième période, ce sera la chirurgie autour du pourtour méditerranéen. Les Moyen-Âge que vous connaissez pour ceux qui ont déjà écouté certaines conférences. Et puis la Renaissance et le grand siècle jusqu'à la fin du siècle des Lumières. Eh bien, on a eu d'abord des questions d'indices, de recherche et de preuves. Qu'est-ce qui pouvait rester concernant les actes ou les instruments? Eh bien, avant ces périodes où on trouve quelque chose, quel a été le début des premiers actes? Eh bien, dans les accouchements normaux, rien. Et puis dans les accouchements difficiles, qu'est-ce qui se passait au fond des grottes préhistoriques? Eh bien, vraisemblablement, l'utilisation de la main et la main de la femme. Pour l'extraction d'un placenta non expulsé, la ligature d'un cordon ou la section d'un cordon. Et également, il y avait les accouchements et il y avait également toute une partie vraisemblable concernant la finalité abortive. Dans cette première période, il faut aller au Pakistan. Et au Pakistan, on va trouver, sur les 4000 dents, 11 traces d'intervention de dentistes. Et pourquoi le Pakistan? Parce que dans cette région, on pense que c'est là où il y avait les premières fermes et le rôle des céréales concernant les caries dentaires ont été évoqués. Et sur le plan technique, eh bien, ce sont ces petits instruments de polissage qui ont permis, ça c'est une reconstitution en 3 dimensions, et voilà la dent qui avait été trouvée. Donc, première découverte, premier geste vers les années entre moins 7000 et moins 9000. Bien sûr, les craniotomies. Il faut évoquer, est-ce un acte chirurgical, est-ce un acte rituel, est-ce un acte religieux? Nous allons nous intéresser uniquement à ce qui est post-traumatique. Dans ce qui est post-traumatique, ce qui est sûr, c'est que le caractère vital et la cicatrisation est affirmé sur la table externe de l'os. Et ça, ce n'est pas une question de jours, plus que de semaines, c'est plusieurs mois pour obtenir une consolidation osseuse. Alors, qu'est-ce qui pouvait utiliser? Eh bien, il a été retrouvé essentiellement des éléments minéraux et il y a des gens qui ont fait des études pour savoir comment on pouvait, à cette époque-là, ouvrir un crâne. Alors, est-ce qu'il partait d'un crâne avec uniquement un hématome sous-cutané ou une plaie crânio-cérébrale?
C'était sûrement plus facile pour la plaie crânio-cérébrale. En tout cas, sur la survie, il ne pouvait y avoir que les plaies crânio-cérébrales simples, les envergures non complexes et les hématomes extraordinaires. Sûrement pas de survie dans les hématomes intracérébraux. Et puis ça, il y a sûrement des neurochirurgiens dans la salle, eh bien, ils vont reconnaître ce petit élément. Qu'est-ce que c'est? C'est le neurochirurgien de l'époque. Et quand il se présente pour une opération, il porte le petit morceau de calotte crânienne du malade qu'il a guéri de la faveur. Amusant. Voilà un petit peu une reconstitution de ce qui aurait pu être imaginé à cette époque. Toujours dans le domaine osseux, puisqu'on ne retrouve que ça à cette époque, eh bien, pas loin d'ici, dans la Seine-et-Marne, on a retrouvé un fragment d'humérus consolidé qui est daté autour de moins 7000. Eh bien, est-ce que c'était une amputation régulière? Il est possible d'évoquer une blessure de type bête sauvage avec une régularisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les moyens modernes de radiologie et d'imagerie médicale ont confirmé et affirmé la cicatrisation osseuse qui supposait une cicatrisation cutanée musculaire avec à cette époque-là l'utilisation de plantes et de minéraux qui étaient efficaces. Toujours dans le domaine osseux, on va s'intéresser au niveau des doigts de la main. Alors qu'est-ce qui a été trouvé? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les images en négatif dans les grottes. Et vous voyez qu'il manque des phalanges, alors que le pouce est intact. Ça, c'est la reconstitution. En fait, l'hypothèse actuelle la plus vraisemblable, c'est que ce sont des lésions de gelure qui intéressent non pas un individu, mais dans une période très froide, plusieurs individus, qui ont eu des nécroses, des phalanges distales, avec un respect du pouce sur un doigt qui est plus court, et surtout des études ont été faites concernant le diamètre des artères digitales, et qui est beaucoup plus important pour le pouce. Voilà l'hypothèse la plus vraisemblable. Alors, comment expliquer l'image sur la droite? Eh bien, en fait, ils utilisent de l'ocre sous forme de bulle, et le chaman de l'époque le met dans sa bouche, et il souffle, tellement c'est douloureux qu'on ne pouvait pas l'appliquer directement. Et voilà l'une des explications de ces images en négatif, concernant d'une part l'utilisation de l'ocre, et d'autre part l'ablation des femmes et la cicatrisation. On va changer de période, et là, on va maintenant aller dans la période entre moins 3000 jusqu'à moins 700. Eh bien, il faut aller en Chine pour trouver le livre qui est le canon intérieur de l'empereur jaune, qui est composé de 18 rouleaux et qui résume bien la médecine chinoise et qui marque le début de l'acupuncture et le début de l'acupuncture avec l'utilisation des éléments métalliques, alors qu'avant, il y avait déjà l'utilisation de l'acupuncture, mais uniquement sous forme d'application de pierre et non pas d'éléments de métal. Également, à l'est, entre le Tigre et l'Euphrate, eh bien, dans la région de Sumer, il y a des traces. Et le premier manuel de médecine en argile, que vous voyez là, qui est daté d'environ 4000, et cet élément-là apporte un cas d'épilepsie. Alors, ce qui est intéressant pour les spécialistes du foie, c'est ces tablettes divinatoires qui reposaient sur l'étude des segments hépatiques. Et selon les anomalies, eh bien, ils pouvaient prédire est-ce qu'il faut aller à la guerre, pas aller à la guerre, quel était le pronostic sur le plan. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, la maladie était considérée comme un châtiment des dieux. Et que les thérapeutiques eh bien, comportaient une pratique incantatoire. Il y avait des palettes de remèdes avec des emplats, des baumes et des pansements. Et par contre, vous avez au musée du Louvre cet élément qui fixe les règles sévères de responsabilité. C'est sûrement un des premiers recueils de jurisprudence et qui est considéré comme le code Hammurabi. Voilà les éléments concernant la mésopotamie et cette médecine qui est assyro-babylonienne. On va continuer. Et la médecine hindoue. La médecine hindoue, eh bien, elle repose sur les sages, déjà dans l'Himalaya, avec un texte sanskrit sur les textes fondateurs de cette médecine hindoue. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décrit déjà, à cette époque-là, les interventions de la cataracte. On verra tout à l'heure un petit stylet qui permet de faire cette intervention. Donc, il est évident qu'il ne s'agissait pas d'une ablation du
cristallin, mais uniquement d'une rupture des ligaments du cristallin qui permettent d'abaisser et de mettre dans la partie basse, et les gens devaient regarder au-dessus, et ça permettait une vision qu'on s'était. Et puis, ce qui est assez amusant, ce sont vraiment les spécialistes des rhinoplastiques, et depuis très longtemps. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, l'amputation du nez était considérée comme une punition. C'était une mutilation. C'était marqué dans leur code. Donc il y a des chirurgiens qui ont essayé de réparer très tôt les rhinoplasties. Voilà un petit peu cette chirurgie réparatrice après une sanction pénale de cette époque. Troisième période, qui est donc là, vous connaissez sûrement un petit peu mieux, qui est celle du pourtour méditerranéen. Et on va décrire un voyage autour de cette Méditerranée, avec bien sûr, tout d'abord, l'Égypte. Alors l'Égypte, eh bien, Imhotep, qui a eu d'autres fonctions que celui d'être médecin, a écrit de nombreux traités. Et puis, ce papyrus d'Hébert, lui, est intéressant sur les types de lésions traumatiques. Et là, c'est assez amusant parce qu'on trouve les morsures de serpents, on trouve les morsures de crocodiles, les lésions des lions, les hippopotames, mais aussi la scarlatine. Il a parfaitement décrit la scarlatine. Et puis, il y avait des règles d'hygiène qui étaient déjà respectées concernant le lavage des mains, la circoncision dans l'entourage du pharaon, et chez les enfants, ce n'était pas effectué avec un élément métallique, mais avec un petit morceau de roseau. Et vous voyez qu'actuellement, il y a des gens qui ont développé, en imaginant comment pouvait être conçue une consultation. Et là, vous avez une image de ce qui est représenté comme une consultation en Égypte, et on verra tout à l'heure un petit peu plus loin dans d'autres. Donc ça, c'est la première partie de la médecine égyptienne. La deuxième, l'élément de référence, c'est le papyrus d'Edwin Smith. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps qu'il a été découvert. Il date de moins de 1500, en fait, il a repris les textes anciens, mais il a été traduit uniquement en 1900. Alors, si vous allez sur certains sites internet, vous pouvez le dérouler avec les moyens informatiques modernes, et vous pouvez même voir les traductions en simultané en fonction d'éléments que vous pouvez lire. Nous avons retrouvé sur certaines pyramides la description d'instruments de chirurgie, et puis les pansements étaient déjà fixés concernant les orientations, avec une bonne représentation des instruments de chirurgie. L'autopsie. L'autopsie, elle date des Ptolémées. Ils ont déterminé à cette époque-là, c'est pratiquement l'époque de la construction du grand phare d'Alexandrie, la bibliothèque qui va brûler plus tard, et vous avez sur le frontispice de la faculté de la rue des Saints-Pères, eh bien, un médaillon représentant Hérophile. Alors Hérophile, il est connu parce qu'il a disséqué le cerveau, il a distingué les nerfs moteurs des nerfs sensitifs, et puis il a écrit des livres, et puis c'est lui qui a décrit ce bioséculaire. Son contemporain, c'est Érystrate, qui lui s'est plutôt intéressé vers tout ce qui est cardiovasculaire, et il a bien décrit déjà dès cette époque-là toute l'origine avec la convergence vers le cœur et non pas vers le cœur. Et c'est lui qui a donné le nom de la valve de percussion. Deuxième pays concernant cette Méditerranée, eh bien la Grèce, bien sûr, avec les prêtres d'Épidore, qui furent les créateurs de la médecine grecque, avec les traitements, les incantations, la Pythie de Delphes, vous connaissez ici. Et puis une des premières également, ici c'est Christ. Alors, qu'est-ce que le centurion? Ben, c'est Carion qui, lui, a transmis de son savoir à cet enfant Esculape. Et Esculape, c'était le brillant des élèves, et c'est devenu le dieu de la médecine et de la chirurgie. Il est représenté dans le temple, par ce que vous connaissez, et le mot chirurgien eh bien, vient de ces deux mots de Keiron et Keiorgos, qui correspond à celui qui est habile de ce. Voilà le début de cette chirurgie au niveau de la tête. Hippocrate, bien sûr. La première représentation, d'une consultation médicale, c'est sur le base du Louvre. Et puis toujours cette nouvelle interprétation des consultations des le corpus hippocratum, vous connaissez tous. Et puis, par contre, ce que la légende raconte, c'est que M. Hippocrate, avant d'examiner, soigner un malade, il posait deux questions. Premièrement, est-ce qu'il est agonisant?
Et s'il est agonisant, il disait non, non, c'est plus la médecine. Deuxième question, est-ce qu'il est contagieux? Si on lui disait oui, il dit isolement. Et troisièmement, il acceptait de l'examiner. Bon, est-ce que c'est purement la légende? En tout cas, c'est une belle histoire. Donc, il a fixé les règles de déontologie qui sont reprises dans le serment hippocratique. Troisième aspect d'Hippocrate, c'est peut-être un peu moins connu, c'est concernant l'activité sur la chirurgie. Et là, il a dit il faut extraire les flèches, il faut les débrider, il faut laver le sang, il faut verser les sucs végétaux. Donc, il y a un chapitre de chirurgie dans l'œuvre d'Hippocrate. Et vous voyez qu'il utilisait déjà des moyens de réduction de vertébrales, la traction suspension. Il a considéré que la saignée était valable, et puis il a dit eh bien, ces maladies que la médecine ne peut traiter, le fer, dont l'historique traite, et celles que le feu, c'est-à-dire le cauter, ne peut traiter, sont incompatibles. Donc le choix, ou c'était possible avec la chirurgie, ou sinon il n'y avait pas de survie à cette époque. Voilà pour la chirurgie de la graisse. Bien maintenant, on va continuer la progression, on va tomber sur les septes. Et sur les septes, et puis la chirurgie hybridique, c'est un bien grand mot, mais ils ont été spécialisés dans la chirurgie ophtalmologique. Et il y a notamment au musée d'histoire de la médecine ici tout à côté, eh bien, des boîtes de collyres secs qui permettent d'avoir la formule et les moyens d'utilisation. Donc ils savaient opérer un certain nombre de choses. Et cette petite boîte d'instruments n'existe plus, elle a été copiée, photographiée, et elle a disparu pendant la guerre. Elle avait été découverte en Yougoslavie, le long d'un grand fleuve, et ça donnait déjà une idée de ce qui pouvait être fait avant l'arrivée des Romains dans la pays de l'Europe. Et puis ils savaient, et on le sait par les ex-voto, que le thermalisme était utilisé dans les moyens thérapeutiques. Sels, bien sûr, a été un des pionniers dans le traitement des plaies. Il a écrit des médicinats. Et là, vous avez ces fameuses petites aiguilles à cataracte. Donc on piquait au niveau de la sclérotique et on la secouait et puis on la faisait tomber. Et après, il coagulait la sclérotique avec un petit cauter et donc ça se passait très bien. Vous avez une idée d'époque de la dentisterie également. Ça a été trouvé au Liban, 500 ans avant Jésus-Christ, c'est pas mal pour cette époque. Et voilà donc à cette période ce qui pouvait être. On va s'intéresser maintenant à la chirurgie un petit peu plus compliquée, du moins les blessures plus importantes. C'était bien sûr toutes les blessures dans les arènes, et Galien est considéré comme le chirurgien des gladiateurs. Alors il y a différents livres qui ont été écrits, et lui, il a considéré que ces malades-là, il ne fallait pas les transporter. Et c'est un des premiers qui a dit, on va faire sous les arènes un petit endroit où on va pouvoir les traiter. Donc ça, c'est le premier. C'est lui qui a mis ça au point. Le deuxième point, c'est l'aspect éthique. Quand il voyait qu'il n'y avait aucune survie possible, eh bien, il rajoutait un traumatisme crânien pour abréger le bon, il a écrit de 10 000 pages et pendant 45 générations, les étudiants vont potasser sur Galien. Voilà donc cet aspect un petit peu original de Galien, chirurgien des gladiateurs. Alors ça, c'est une découverte que nous avons faite lors d'une visite du musée de Hildegard à Bingen. Moi, nous étions intéressés à l'œuvre d'Hildegard, et puis le conservateur nous a dit, attendez, vous voulez pas voir cette petite vitrine? C'est ici. Et nous avons découvert un matériel chirurgical formidable d'une légion romaine qui est conservé et qui était à cette époque-là sous la tour et qui a été mieux conservé que ce qu'on peut trouver concernant les instruments de chirurgie à Pompéi. Et on a une idée des blessures sur la colonne de Trajan à Rome, on a une idée précise de ce qu'il pouvait faire comme cranéotomie, et puis c'est cet petit instrument-là qui nous a intéressés, parce qu'on ne savait pas comment ils pouvaient l'utiliser. Mais ils nous ont dit, mais pas de problème, on a fait une reconstitution. Et ils ont fait une reconstitution, et vous voyez qu'on peut faire une petite calotte crânienne avec ces petits crans pour pouvoir enlever. Donc il y a bien une chirurgie codifiée avec un bon matériel concernant cette chirurgie des légions. Rome a évolué, et Rome, ça a été aussi la Rome orientale, Constantinople, et là on va citer uniquement
Soronos d'Éphèse, Alexandre de Prague et Paul d'Égypte. Les Moyen-Âge, Milan. Bon, on en a déjà parlé dans une certaine conférence sur, donc on va résumer. Donc, à cette époque-là, tout d'abord, c'est la médecine monastique. C'est la période des manuscrits médicaux, des auteurs qui sont Cassiodore, Isidore de Séville, Belle de Vénérable, et puis les œuvres de Rabanor, avec le rôle important de Charlemagne, l'enseignement dans les écoles cathédrales, avec des examens botaniques. À cette époque-là, il fallait absolument passer un examen de botanique. Et vous avez ici une représentation des deux principes de l'hospitalité monastique qui reposent sur les textes de l'évangile de Saint Matthieu et puis la règle de Saint-Benoît de Nursie qui a été établie en Italie au Mont-Cassin vers les années 540. On retourne à l'Est pour aller sur la médecine perse, et là, qui était déjà réputée en période pré-islamique avec l'académie d'Antijapur, avec Rhazès et Avicenne. Je ne vais pas insister en fonction de l'heure. Et par contre, plus près, on a toute la chirurgie arabo-andalouse de l'Espagne, avec Averroès, Avezzoar, Abou Cassis, et puis on s'est intéressé au dernier. On s'est intéressé au dernier parce qu'il a bien identifié les trois périodes qu'on utilise encore dans le raisonnement concernant la réussite d'une intervention chirurgicale. Et il a déjà décrit à cette époque-là, eh bien, le temps de présentation correspond à notre temps préopératoire, le temps de traitement qui est celui de l'intervention de l'acte chirurgical, et puis le temps de conservation, l'outil et le post-opératoire. J'ai trouvé que c'était intéressant à cette époque-là d'avoir identifié l'importance et le respect de ces trois périodes. Italie, l'école de Salerne, l'école italienne, c'est l'époque des confrontations des savants, avec les quatre fondateurs classiques, Hélénius, Pontus, Salénius et Hadrian. Il y a les traductions, Constantin l'Africain, et puis les œuvres classiques de l'école de Salerne, avec les régimes sanitaires, et puis Matthäus Platonus. À cette époque-là, le chirurgien Roger de Parme, il y a des très belles représentations des soins de cette époque dans ces éléments, et Guillaume de Silésie. Période monastique avec des soins importants dans les infirmeries, les saignées, et puis, comme il y a beaucoup de traumatologues, on a parfaitement identifié un moine orthopédiste traumatologue. Pourquoi? On ne peut pas imaginer qu'il y ait eu des constructions des abbayes ou des cathédrales sans qu'il y ait eu des traumatismes des mains. Il y avait également des petites plaies oculaires du fait des débris du diaphragme, et puis toute la traumatologie, y compris les brûlures pour les vitraux. Il y avait toute une traumatologie. Et ils ont dû faire de la traumatologie et les traiter avant la constitution des infirmeries monastiques. Alors, il n'y avait pas que la chirurgie, et à cette époque-là, il y avait une pathologie endémique toxique qui est due au claviceps purpurea, avec les trois formes cliniques, en sachant que pour la chirurgie, il n'y avait que la forme des membres inférieurs sous forme d'une artérite avec une sténose, une ischémie aiguë qui entraînait une nécrose noire qui nécessitait des amputations. Et il y a un ordre monastique qui s'est spécialisé dans le traitement avec les hôpitaux spécialisés pour le traitement qu'on appelait les Antonins. Et ils savaient maîtriser les médicaments pour calmer les douleurs, la technique d'amputation et surtout de cicatrisation. Et ces fameux baumes cicatrisants ont été un petit peu secrets pendant un certain nombre d'années. Et vous avez ici ce qui a été identifié comme un élément permettant de faire une saignée dans l'abbaye cistercienne de l'Aube, dans le nord de l'Europe. Alors, dans cet amphithéâtre, c'est assez mythique d'en parler, eh bien, il y a les grands chirurgiens de la confrérie de Saint-Paul, Jean Pitard, qui a été le chirurgien des Trois Rois, qui a créé la compagnie et la confrérie, et il y a diverses versions de Saint-Paul et Saint-Damien. Bon, je vous ai mis celle des deux frères jumeaux Anarchir, qui est plutôt réaliste par rapport à la période de Césaire. Et puis Henri de Montluy, qui était le chirurgien de Philippe le Bel, Édith Chaudiac, comme il y aura prochainement un exposé qui sera fait par Henri Judet. Simplement dire ce qu'avait indiqué Paul-Louis Fischer,
que M. Guicholiac était décédé chanoine et médecin chirurgien à l'hôpital Saint-Just à Lyon. Voilà, les épidémies de peste, eh bien, ils ont été obligés d'inventer des techniques, de pouvoir se défendre, et n'étaient accessibles à cette époque-là à la chirurgie que la période, les lésions loco-régionales et les formes buboniques au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Et à cette époque-là, eh bien, il y avait une cautérisation après le traitement de ces adénopathies. Vous avez entendu parler de ce vinaigre aromatique. On dit des cas de voleurs parce qu'ils ont été utilisés par les médecins. Et comme ça marchait bien, ben, ils ont été utilisés par les voleurs pour pouvoir se protéger dans ces masques un petit peu pointus où ils mettaient toutes ces plantes pour les protéger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les médecins ont payé un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y avait une surmortalité concernant les soignants, et elle pouvait aller jusqu'à 90% de la mortalité. Alors, il y avait même à cette époque-là des chirurgiens qui étaient épargnés au premier stade. On leur a dit, si vous survivez et vous traitez bien, vous allez passer chirurgien à Rome. C'était un petit peu le deal, en sachant que le pourcentage de 90% était important. Et pour terminer cette période, on tombe sur la diffusion des cerveaux. Et à cette époque-là, il y a les progrès de l'imprimerie, des langues autochtones, et on a identifié Symphorien Champier, qui était un des premiers médecins à utiliser le français pour pouvoir diffuser les données chirurgicales. Dernière période, la Renaissance. On voit les grands anatomistes. Vous avez là l'amphithéâtre de Padoue, vous avez la représentation de Vézal, et puis les anatomistes de l'époque avaient des amis artistes, et vous voyez que ce livre d'anatomie a un frontispice de Véronèse qui est assez intéressant et qui est de très belle qualité. Donc période anatomiste, et puis, bien sûr, les grandes figures chirurgicales. Grandes figures chirurgicales, Ambroise Paré, vous reconnaissez le portrait de l'anatomie de chirurgie, les moyens de lever une embarrure, et puis la représentation qui est dans l'original avec coloration, alors qu'elle est souvent représentée en noir et blanc, concernant les outils utilisés par Ambroise Paré, avec évidemment son activité importante de chirurgien militaire, son activité habituelle de ligature des vaisseaux et d'utilisation des pansements digestifs, et puis en plus le chirurgien de 4-3. Mais il ne faut pas oublier Pierre Franco, qui lui a décrit la taille de la vessie, la cure chirurgicale des hernies, qui à cette époque-là était un progrès, puisqu'il y avait une conservation testiculaire alors qu'avant on n'en avait pas. Et puis, là, un petit peu sujet intéressant, où on a dû un petit peu se bagarrer avec la légende, dans le sens que les fameuses césariennes, sur femmes vivantes. Il est sûr qu'il y a eu des césariennes post-mortem qui étaient connues en Inde, chez les Hébreux, les Grecs, les Romains. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau romain, on ne pouvait pas enterrer une femme enceinte avec son enfant. Donc il y avait une obligation d'extraire l'enfant, même décédé. Ça, c'est la loi de Numa. Et le deuxième élément pour lequel on faisait, c'est que l'Église disait, mais attendez-nous, donnez-nous l'enfant, on va le baptiser. Voilà les deux éléments. Alors sur le plan technique, ça a été possible. Il semble que le premier qui l'ait fait, c'est M. Jacob Mufer, qui était un éleveur de porcs. Et pour sa propre femme, il a dit, bon, au bout de 12 ou 15 heures, il a dit, ça suffit, c'est moi qui fais. Et il a guéri son épouse, sans suture utérine. Et à cette époque-là, la mortalité était très importante du fait de l'infection et des hémorragies. Donc il semble que les premières césariennes sur femme vivante se situent dans cette période, autour de 1550, dans ce milieu du XVIe. Alors, qui a décrit la technique? C'est François Rousset, qui a écrit un livre là-dessus, qui l'a parfaitement décrit, et il dit bien qu'il y avait une mortalité inverse. À l'opposé de ces grands chirurgiens des rois, il y avait la chirurgien de terrain, il y avait la chirurgien dans les provinces, notamment en Berry, et on avait retrouvé dans un exposé précédent une thèse de Gabriel Guéniot qui était à Bordeaux, en sachant qu'à cette époque-là, il y avait de nombreux chirurgiens qui étaient formés par compagnonnage et qui ne passaient pas par l'université. Et puis, le rôle plus important de ceux qui étaient maîtres chirurgiens de l'hôpital, de la Maison Dieu, qui était le relais du premier chirurgien du roi de Versailles. Et il n'y avait pas le ministère de la Santé, et ce
se faisait par l'intermédiaire de ces communautés et de ces examens de maîtrise qui étaient effectués sur place. En même temps, à cette époque-là, la traumatologie médico-légale était effectuée par les chirurgiens avec une fonction judiciaire auprès du procureur du roi. Et vous avez ici une scie concernant une amputabilité qui pouvait être utilisée pour les amputations, notamment du membre inférieur, en raison de l'importance de cet instrument. La fin du siècle des Lumières, bien c'est encore l'obstétrique, avec la manœuvre de Morisseau sur tête dernière, et puis le livre de Louise Bourgeois, dit Laboursier, qui était sage-femme, et qui décrit les accouchements royaux, notamment à Fontainebleau. Et puis, pour terminer, ce sont la naissance du journalisme médical, avec Nicolas de Blény, et puis le journal des savants, le journal de médecine. Donc on voit à nouveau un essor des diffusions grâce au livre. Et puis nous terminerons donc cet exposé par, si la frontière de notre domaine, c'est celui de l'intervention de la fistule de Louis XIV avec l'instrument qui est exposé au musée en France. Alors quelle va être la synthèse de cette grande évolution pour les chirurgiens? On a pris 3 rubriques. La première, c'est celui du chirurgien et de ses instruments. Là, il y a une suite logique dans le cheminement des actes, parce qu'au début, c'est des petits actes, et puis en fait, on va uniquement utiliser les viscères ou les organes qui sont sous la peau, pas loin de la peau, et qui sont d'accès facile. L'évolution a été cohérente avec l'évolution générale de la société et les besoins des populations et des pathologies. Est-ce que le résultat a été concluant? La réponse est oui. Les résultats sont probants. Il y a eu une amélioration du traitement des maladies et des traumatismes, des techniques qui étaient meilleures, une mortalité qui était moindre, et puis une mobilité très améliorée. Et ces réussites, dans ces différents domaines, supposent une adaptation permanente des raisonnements, des attitudes et des décisions, et reposent sur les qualités intrinsèques du chirurgien que vous connaissez tous, et qui sont la prudence, le courage, l'invention et l'habileté. Alors, est-ce que ce savoir a été toujours au même endroit? Eh bien, on a vu que non. Il est parfaitement migrant. Et on s'est posé la question de la fin rapide de ces civilisations brillantes, comme par exemple l'Égypte ancienne, et ne peut-elle pas s'expliquer par l'absence d'innovation, d'adaptation au sein de structures trop codifiées? On pose la question. Ce qui est sûr, c'est que dans ces lieux, la création de l'Académie de chirurgie n'a-t-elle pas été le facteur catalyseur pour permettre le passage des connaissances et l'évolution formidable de la chirurgie du 19e, qui pourra être fait grâce au progrès de l'anesthésie? Et puis pour le futur, que pensez-vous de la phrase du chef de clan du Japon intérieur, Hashirobe Mebozo, pour que la tradition reste vivante, il est important d'innover, sinon on fabrique des antiquités. Je pense qu'on peut remercier Jean.